Vous avez des idées de grandeur pour votre demeure? C'est Saint-Louis Rénov' qu'il vous faut. Situé dans la belle région de la Petite-Nation en Outaouais, c'est l'expert pour vos salles de bain. Saint-Louis Rénov' est à l'écoute de vos besoins, de vos projets, mais surtout de votre budget. Des services professionnels pour réaliser vos rêves de rénovation. Patrick Saint-Louis, 819-923-1605. Par courriel au st-louis.rénov@hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations. Pour vos petits ou grands projets, Saint-Louis Rénov', c'est gage de succès. Nous voici en zone neutre, épisode 5, saison 2, épisode 5. Et je prends pas trop de temps pour faire une intro parce que, bon, on avait un commanditaire, une intro, fait qu'on va garder ça simple. Puis j'ai assez hâte de parler à mes invités. Je vous les présente premièrement Simon Portelance, en haut à droite. Je sais pas, j'espère que tu es en haut à droite pour tout le monde, mais bref, en haut à droite. Je me vois en haut à droite, en tout cas. Excellent, ça c'est bon signe. Et Guy A. Saint-Cyr. Salut Guy. Salut, en bas au centre. En bas au centre, c'est parfait. Tout est top-notch avec Chaton. Oui. C'est cool. On est 4 finalement. Les gars, je vous reçois sur le podcast en zone neutre. Vous êtes des humoristes, les deux? Ou Guy, tu fais aussi de l'humour, hein? Moi, j'écris de l'humour. J'en fais pas sur scène. J'ai pas ce courage-là. Mais je suis quand même... Je suis auteur avec Simon pour le groupe Les Pile-Poil depuis à peu près 6 ans maintenant. J'écris à la radio, j'écris pour la télé, j'écris un peu partout, web et compagnie. On a parlé les Pile-Poil, donc groupe humoristique. Simon, vous êtes une couple là-dedans. Toi, il y a Mathieu, ton frère. Là, tu peux m'éclairer un peu sur les autres membres. T'oubliais David W. Morin, l'éternel oublié. Parce qu'il est un petit peu moins, un peu moins dans les soirées d'humour, un peu moins dans les sorties et tout. Mais c'est ça, on est 3 à la base. Fait que les Pile-Poil, ça a parti à 3 en 2014. Puis graduellement, il y a des gens qui sont greffés un petit peu pendant un bout, qui sont partis, mais graduellement, il y a comme des collaborateurs très proches, dont Guilla Saint-Cyr, qui sont greffés. Donc, on est peut-être 5-6 là, à être quand même impliqués de proches, mais c'est sûr que c'est les 3 membres fondateurs qui apparaissent à l'écran puis qui sont un peu les maîtres à bord. Mais ça, on a Guilla, puis on a Victor Bond aussi qui aide beaucoup, qui au départ était juste un technicien, mais qui graduellement s'est mis à écrire un peu avec nous puis à faire de la réalisation. Fait que c'est ça. C'est 3 leads, mais avec beaucoup d'aide. On a des techniciens qui viennent nous aider, des comédiens invités. Fait que c'est vraiment un projet de gang. C'est cool, c'est vraiment cool. On va tout de suite crever l'abcès. Guilla, est-ce que le A veut dire quelque chose ou c'est pour Guilla Lepage? Ça veut dire « Ah, c'est pour quelque chose ». C'est le secret que j'amènerai dans ma tombe. C'est drôle parce que sur le dernier épisode du podcast, je recevais un gars qui s'appelle Steve E. Fortin. Oui. Je lui demandais exactement pourquoi le E, puis lui il me disait c'était à une époque où il a commencé à faire son blog pour différencier d'un autre Steve Fortin. Donc les fameuses lettres, c'est bien. Là, en plus, Simon, tu vas dire David W. Lui aussi, il va amener ce secret-là dans sa tombe, I guess. On l'a dit pour plusieurs fois. Pourquoi le W? Je peux le répéter, c'est que genre pendant 3 semaines, dans les débuts des Pile-Poil, on s'était mis on s'était fait genre un mois hommage à RBO. Fait qu'on s'était mis chacun une lettre. Dans moi, c'était Simon X. Mathieu, c'était Mathieu L. Puis David W. Puis on avait chacun une signification de pourquoi on avait mis une lettre. Puis David, en fait, W, c'était pour winner, parce que tous les winners ont un W dans leur nom, comme George W. Bush, Wario, et j'en passe. Donc, c'est parti de ça. Puis on a fini par enlever les lettres, parce que moi et Mathieu, on avait déjà des noms longs,
Mais David, c'est ça, les David Morin, il y en a plein. Tu Ouais. écrivais David Morin sur Google, c'était des messieurs huilés en chess, genre des genres d'athlètes. Et comme tu vois zéro le dos des pile-poils. Puis en plus, il y a un autre gars qui s'appelle David Morin, qui est chercheur aussi. Je sais qu'il a écrit un livre récemment, il était à Tout le monde en parle. Fait que, tu sais, David W. Morin, on sait que c'est lui les pile-poils, puis les autres David Morin qui se mêlent entre eux. Vraiment drôle. Fait que, Là, la raison pourquoi vous êtes avec moi aujourd'hui, pourquoi je voulais vous recevoir, c'est que vous avez écrit un livre dernièrement et c'est tout un succès. Moi, il y a du monde qui m'en parle parce qu'on est dans cette génération-là, Génération Canal Famille, qui est publiée aux éditions Québec-Amérique. Ah, ben tu l'as. Ben, d'ailleurs, j'allais mettre une image, mais quoi de mieux que de l'avoir comme ça? Ben ouais, d'ailleurs, là, je vais vous dire, la couverture est écœurante. Là. Puis là, tu l'as feuilleté, puis c'est vraiment le fun parce que c'est pas un livre standard où est-ce que on a beaucoup trop de texte à lire, puis là, on a des images qui accompagnent le texte, ce qui est vraiment cool parce que c'est relatif à un projet télé, là, Canal Famille, fait que c'est le fun de voir les images de ce que vous racontez. Premièrement, comment l'idée est venue d'écrire ce livre-là? Vous êtes des fans, I guess, de Canal Famille. Vous avez été dans cette génération-là aussi? Ah, ben, c'est un livre. En fait, tu sais, oui, comme tu dis, on est de la génération Canal Famille. Moi, tous les matins, je me levais, tous les matins de mon enfance jusqu'à l'arrivée de Vrac, c'était ouvrir le Canal Famille le matin avant d'aller à l'école. Revenir de l'école, c'était regarder le Canal Famille jusqu'à temps qu'il y ait l'espèce de grille horaire déroulante là, avec tous les thèmes des émissions qui jouaient en background. Ma soeur et moi, on dansait là-dessus dans le salon sur les thèmes des émissions de télé. Fait que c'était pas loin d'être le seul poste qui jouait à la télévision. Je reprends ça. C'était pas loin d'être le seul poste de télé qui jouait à la maison. Puis quand j'ai rencontré Simon, on se connaissait un peu d'Internet, tout ça. Puis j'avais écrit, ou on s'était écrit un soir, genre autour du 1er ou 2 janvier, en disant hey, on va-tu prendre une bière? Tu sais, on se connaît d'Internet, mais pas plus. Puis toute notre discussion pendant cette bière-là, ça a porté sur le Canal Famille, les émissions, nos souvenirs, l'imagerie en ondes, les publicités, ben, pas tout ce qui annonçait la chaîne, on s'en rappelait très bien. Puis on s'est dit, ce serait le fun qu'il existe quelque chose par rapport à ça. Ce serait le fun qu'on développe un documentaire, un podcast, peu importe. Puis l'idée du livre est arrivée pour des raisons de droit d'auteur. Un podcast, on avait l'impression que ça tomberait un petit peu dans l'oubli. Un documentaire, on savait que ça coûterait trop cher justement au niveau des droits d'auteur. Cette idée-là est tombée dans l'éther pendant un bon 3 ans, jusqu'à temps que Simon m'appelle un matin presque à l'été 2019, là, fin du printemps 2019, en me disant hey, j'ai rêvé à ce livre-là, veux-tu qu'on embarque? Moi, j'avais pas de projet, j'étais en peine d'amour, je me suis dit ça va me changer les idées. Puis on est embarqué dans ce projet-là, puis on n'a pas arrêté pendant 3 ans et demi. Fait que c'est pas un projet de pandémie, l'idée était là avant la pandémie. Mm-hmm. Okay. Oui, absolument. Puis c'est juste une fois que la main était dans l'engrenage, on ne pouvait plus reculer. Du moment que tu as commencé à interviewer des gens, tu peux pas ne pas faire ce projet-là. Quand on s'est rendu compte à quel point c'était gigantesque, parce que, mettons qu'on avait sous-estimé en crise la charge de travail, on était comme, ouais, mais là, on peut plus reculer, mais là, on va le faire une étape à la fois jusqu'à ce que ce soit fini. Puis finalement, ça a pris 3 ans et demi. Nous, on pensait que ça allait prendre 1 an, à peu près 1 an, 1 an et demi, gros top, là. Ouais. Puis on sous-estime peut-être, mais il y a eu beaucoup d'acteurs, d'intervenants au Canal Famille. C'était pas juste des cartoons, c'était pas des bonhommes, il y avait des émissions, il y avait j'ai vu là, ça part de Télépirate avec Christian Bégin dans le temps, Guy Jodoin, puis toutes les émissions qu'on se souvient. Puis je pense que Radio Enfer fait partie probablement du classique Canal Famille. Là, ça joue encore à prise 2 ou un des postes comme ça. Vous autres, c'est quoi l'élément déclencheur qui vous a dit OK, ben je pense qu'on peut écrire un livre de autant de pages sur l'histoire du Canal Famille? On pensait pas que ce serait autant de pages au début. Non, puis le projet a évolué. Au début, on se disait on va faire appel à des amis, à des auteurs, à des collaborateurs, des personnalités du Canal Famille pour qu'eux ils écrivent des textes sur le Canal Famille. Puis en parallèle, nous, on va écrire un peu l'histoire.
Puis nous, les premières personnes qu'on a rencontrées, ça a été les deux patronnes du Canal Famille, Louise Dansereau, Monique Lessard. Et après ça, Denis Dubois, qui était à Canal Famille pendant pratiquement toute l'histoire du Canal Famille, puis qui a lancé VRAC TV. Puis quand eux, on les a rencontrés, on s'est dit, mais il y a tellement de matière, il y a tellement d'histoires, c'est tellement riche qu'on doit juste raconter l'histoire de la chaîne. Une autre affaire qui est arrivée, c'est qu'on a un ami, Simon puis moi, Jean-Dominique Leduc, qui a écrit le livre Les années Crocs, aussi à Québec-Amérique, qui, lui, nous a donné le meilleur et le pire conseil qu'on pouvait recevoir en tant qu'auteur. Il nous a dit, vous rencontrez tout le monde ou personne. Nous, on avait une liste d'à peu près 50 personnes qu'on voulait rencontrer. Puis quand il nous a dit, vous rencontrez tout le monde ou personne, c'était pas juste les comédiens, c'était pas juste les auteurs, c'était les réalisateurs, c'était l'assistante de plateau, c'était la personne à Canal Famille qui était à la réception. Fait que ça nous a ouvert la porte à rencontrer plus de monde, puis on s'est rendu à 250 entrevues au final, mais tu sais, ça a commencé, bon, ben on a 50 personnes, whoop, faut qu'on monte à 75, 100, puis là, quand tu commences à faire ça, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Hey, mais parlez avec telle personne, parlez avec un autre, avez-vous pensé à lui, avez-vous pensé à elle? » Puis là, des fois, tu sais, on a des intervenants qui étaient quasiment en train de sortir leur cellulaire de leur poche, en train d'appeler la personne. « Hey, t'es-tu libre telle date? Les gars, êtes-vous libre telle date? Oui, oui, pas de trouble. OK, parfait. Ben, telle date, vous avez une entrevue avec lui, avec elle. » Fait que ça a été exponentiel tout le long. Là. Le livre a évolué au fur et à mesure qu'on le faisait aussi. Ce qui a vraiment aidé, c'est la générosité de chaque personne à qui on a parlé. Parce que si on a fait un livre de 360 pages, j'aurais pu faire 600. Là. Honnêtement, s'il y avait tellement d'affaires, il a fallu vraiment retrancher pour garder l'essentiel. Mais tout le monde a été ultra généreux, tout le monde s'est impliqué. Puis on sentait rapidement que quand on les interviewait, oui, c'était une entrevue, mais on sentait rapidement que les gens avaient envie de s'impliquer dans ce projet-là, puis de juste donner la petite affaire de plus qui fait que nous, ça nous débloque des affaires, puis ça nous permet d'aller plus loin. Fait que juste pour ça, pour moi, c'est un livre très communautaire. Nous, on a été oui, on a dans la tête des gens, on a fait le gros du travail, mais nous, dans le fond, notre job, ça a juste été de grappiller tout ça, puis de mettre ça dans une boule, mais les vraies vedettes du livre, c'est pas moi puis Guy, c'est les gens qui étaient à Canal Famille. Nous, notre job, c'était de tout pogner ça, puis de mettre ça là-dedans, puis de s'effacer le plus possible. On s'est permis chacun une anecdote du public, puis on s'est permis une page au début pour expliquer un peu la genèse du projet, pourquoi Canal Famille nous a marqué, mais contrairement à d'autres livres où est-ce que les auteurs se mettent peut-être plus de l'avant, nous, on se disait non, nous, notre job, c'est de s'effacer pour mettre ces gens-là de l'avant. Puis honnêtement, je suis vraiment fier de comment ça sort parce que tout le monde paraît bien, tout le monde a un beau... tout le monde est mis en valeur, tous les comédiens, les gens derrière. Puis nous, c'est important qu'il n'y ait pas juste des comédiens. Même avant qu'on parle à Jean-Dominique, il fallait qu'on ait des gens chez Canal Famille, il fallait des réalisateurs, des auteurs, des producteurs, parce que les comédiens voient seulement une partie du travail derrière ces émissions-là, c'est-à-dire le tournage, puis les répétitions, mais toute la conception des émissions, les intentions derrière ça, d'où est-ce que telle idée est venue, la réaction du public par rapport aux diffuseurs. Eux, ils faisaient beaucoup d'études pour voir c'est quelle émission qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi les points forts, les points faibles. Fait qu'on se serait privé de tout ça si on avait eu juste les comédiens, on aurait juste eu les anecdotes de plateau, ce qui est un gros morceau, mais tout le reste est autant important. Donc, nous, c'était vraiment important pour nous de mettre ça de l'avant. Puis souvent, le commentaire qui revenait de la part de certains comédiens, c'est « Hey, j'apprends des choses sur ma propre émission dans laquelle j'ai joué. » Ah ouais, hein? On s'est fait dire ça plein de fois. Il y a plein de choses que les comédiens ne savent pas parce que ça se passe en coulisses. Donc, pour eux, ça a été le fun aussi d'un peu redécouvrir. Je pense que c'était Thomas Gratton ou Yves Soutière de Pimpon, entre autres, qui m'avait dit ça. François Chénier, même affaire, disait hey, « J'apprends des choses sur Radisson Affaires que je ne savais pas pantoute. » Puis, tu sais, il était dedans 6 ans. Fait que c'est ça qui est incroyable, d'avoir pu aller chercher un peu tout le monde. Ben, on peut vraiment raconter l'histoire intégrale et non pas juste le témoignage de certaines personnes.
On va revenir aux anecdotes parce que quand j'ai dit que vous alliez venir sur le podcast, j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions, puis toutes les questions, c'était la même chose. C'est aux rencontres avec les intervenants, tout ça. Y a-t-il des anecdotes qui sont ou qui ne sont pas dans le livre? Mais on va revenir à ça parce que tu as parlé de tout ce qui est l'étude, puis la production d'émissions, puis tout ça. Vous dites je pense, dans le résumé du livre que les émissions étaient faites avec des budgets restreints, on s'entend. Là. Moi, ce que j'ai fait comme parallèle, c'est Musique Plus. Est-ce que c'est un parallèle qui est intéressant, par exemple, parce que Musique Plus roulait un peu comme ça, avec un budget restreint, puis il réussissait à faire des émissions, des très bonnes émissions. Canal Famille, c'était-tu un peu dans le même modèle? Ben, il y a une parenté entre Musique Plus et Canal Famille, c'est sûr. Au-delà du fait que c'était les deux astrales, il y avait quand même, tu sais, tout l'aspect DIY, tout l'aspect on se débrouille avec rien. C'est un peu de la télé qui appartient aux années 90. Maintenant, on fait moins ça à la télé, on le fait sur le web. Cette espèce de côté broche à foin, on le voit plus ça à la télé traditionnelle, on le voit sur Internet. Donc, fait que oui, il y a une parenté entre les deux, effectivement. Ouais. Puis la volonté du Canal Famille au début, ça allait être une chaîne généraliste, de présenter le plus de diversité d'émissions possible. Fait que oui, tu vas avoir Télépirate, puis tu vas avoir Bibi qui vont être un peu plus déchantés, quoique dans Bibi, c'est un petit peu plus éducatif quand même, mais tu vas avoir une émission comme Livrofolie à côté qui va être sur la littérature, puis des fois sur la littérature quand même assez lourde. C'était autant. Puis Musique Plus avait ce côté-là aussi. On va autant parler de rap que de punk, que de musique franco, que tout ça. Il y avait une volonté d'être le plus diversifié au niveau du contenu. Et quand Monique Lessard est arrivée, puis ça, c'est un autre bon parallèle peut-être à faire avec Musique Plus. Mais Monique Lessard, son but, c'était de faire une télévision d'émotion. Fait que oui, tu vas apprendre des choses, mais il faut que tu ris, tu peux pleurer, tu peux avoir peur en regardant des émissions. Je pense que Musique Plus amenait ça aussi, de présenter des clips, des fois qui pouvaient. Moi, en tout cas, des fois, je tombais sur Musique Plus, puis j'avais peur sur certains clips, surtout genre dans l'heure où c'était du punk ou du métal qui jouait. Mais tu sais, ça fait en sorte que tu t'en rappelles, ça crée des grands souvenirs, une belle mémoire télévisuelle qui était. Puis c'était très conscient de la part de la chaîne, de la part du Canal Famille et de Monique Lessard, de faire une télévision d'émotion, puis dans un français qui nous ressemble, mais dans un français québécois aussi, dans un français tel qu'on l'exprime. Puis un autre parallèle entre Musique Plus et Canal Famille, c'est surtout Musique Plus, c'est l'effet direct. C'est que tu avais l'impression que tout se passait là, puis que si tu n'étais pas là à ce moment-là, tu manquais le bateau. Musique Plus, c'était live pour vrai. Tu faisais venir des artistes, c'était du live à l'état pur. Canal Famille simulait du live. C'est-à-dire que Télépirate, il enregistrait ça one take en segment. Puis des fois, il y avait des bafouillements, il y avait des décrochages, mais ça faisait partie du show. Tu avais l'impression d'assister à quelque chose en direct. Les zigotos, c'est la même chose. Ça sentait, c'était du direct différé, en fait. Le studio, même affaire. Radio Enfer aussi, tu avais l'impression quasiment que c'était enregistré en direct devant toi, tellement la magie du live fonctionnait. Schlack aussi. Schlack, même chose. Génération W. Tu sais, il y a beaucoup de shows de Canal Famille. Voyons, Chris, comment ça s'appelait? Zone de turbulence? Comment? Zone de turbulence? Non, pas zone. Il y en avait un autre qui m'était venu en tête et qui est reparti, mais voyons, c'était lequel que j'allais dire déjà. Ah oui, Pimpon. Même Pimpon, tu as l'impression que ça se passe en direct parce que des fois, les enfants décrochent, ils débattent. Tu sais, c'est des directs en petits blocs que faisait Canal Famille. Puis je pense que ça a été une grosse partie du succès parce que les gens, ils sentaient que c'était là que ça se passait puis qu'il ne fallait pas le manquer. Puis ça aussi, la télé l'a perdu un peu le côté live, le côté c'est maintenant ou jamais. Bon, c'est sûr qu'il y a Internet qui fait que tu peux tout binge-watcher, mais tu sais, des rendez-vous en direct, même des trucs comme La Voix, c'est recordé 3 mois d'avance. Tu sais. Ouais. Mais même, excuse-moi, t'avais-tu fini? Ouais. Tu sais, le côté, comme tu as amené un peu, Simon, le côté do-it-yourself, DIY, quand tu es petit et que tu as l'impression que ça se passe en direct, ça se passe devant toi, ça te donne le goût d'y aller, ça te donne le goût d'être présent. Puis quand tu vois que c'est du do-it-yourself,
ça te donne l'impression que tu peux le faire toi-même chez vous parce que des fois, les coins sont tournés un peu ronds. Tu n'as pas l'impression que c'est hyper léché, que c'est hyper travaillé. Fait que après ça, tu arrives à tes amis en disant « Hey, on est capable de le faire nous autres aussi. » Puis là, tu te rends compte que c'est plus compliqué que tu pensais, mais au moins, tu essaies de le faire. Je pense qu'un projet, un produit qui est trop léché, qui est trop beau, trop propre, qui est trop travaillé, ça tue un peu la volonté de vouloir faire ce genre de truc-là. Ouais. Il y a un mur. C'est ça, il y a un mur. Mais même dans une gars exprès de chez vous, c'était super beau, le décor, il est magnifique, mais tu as l'impression que tu peux recréer. Puis la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont recréé leur propre galaxie chez eux parce que les costumes, tu as l'impression que tu pourrais le trouver dans un magasin parce que justement, les panneaux de décor, tu as l'impression que tu peux les faire. Tu vois un petit peu avec quoi les objets sont faits. Fait que tu te dis, ben, je peux réussir ça moi aussi. Ouais. C'est comme tu dis, dans une galaxie, les décors étaient beaux, mais il y avait ce petit côté-là créatif, handmade, là, comme la fameuse machine pour sortir du vaisseau, là, qui avait l'air à être, le téléfax qui avait l'air à être fait un peu en carton, cartoon, là, tu sais. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ça fait en sorte que ça donne justement le goût à des jeunes de faire ça. Puis il y a plein de gens qui travaillent en télévision aujourd'hui, qui arrivent dans le monde de la télévision depuis une dizaine d'années, qui ont toutes grandi avec Canal Famille, puis qui ont toutes à peu près la même histoire. Moi, je regardais Canal Famille, ça m'a donné le goût de faire de la télé. Ou Bulldog Bazar à Radio-Canada, tu sais, même les Chicken Swell. Les Chicken Swell, c'est fou parce qu'eux, ils jouaient beaucoup sur on n'a pas de budget, fait que c'est volontairement cheap. Mais moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de l'humour parce que je les regardais aller, puis je suis comme, hey, ceux autres, ils font ça, pas de budget, puis qui n'ont rien, puis c'est tout le temps la même perruque qui revient d'un sketch à l'autre. On peut le faire nous autres avec. Pourquoi, si eux, ils réussissent, pourquoi on ne réussirait pas? Fait que ça, je pense que ça a semé la graine dans beaucoup de gens de notre génération. Tout ce côté-là, DIY. Puis je pense qu'on le voit, en ce moment, on est dans un podcast qui est DIY. Je pense que tous les podcasts indépendants au Québec, c'est-à-dire 98% des podcasts qui roulent en ce moment, c'est tous des héritiers de Canal Famille ou de cette télé-là qui, à l'époque, était DIY. La fin du monde est à 7 heures, même chose. C'était vraiment une télé qui était faite avec les moyens du bord. Puis la télé ne fait plus de ça, mais le web en fait beaucoup. Même avec les pile-poils, c'est un peu ça aussi. C'est bon, oui, avec le temps, les moyens se peaufinent, ça devient de plus en plus... on camoufle de plus en plus notre manque de budget, mais ça reste que c'est parti de ça. Puis je pense que les gens le sentent encore, même si le produit s'améliore à chaque fois, les gens sentent encore que c'est fait avec rien. Puis les gens, ils accrochent grâce à ça. Parce que tu te sens impliqué dans ce projet-là. Tu ne sens pas que c'est du monde au-dessus de toi qui te parle Hey, petit peu, pour regarder mon show qui a coûté $1 million à produire. Ça, c'est correct qu'il y en ait des gros shows de même, mais il y a quelque chose d'impersonnel là-dedans. C'est un très bon point, les podcasts. On a commencé le show avec une publicité puis un intro que j'ai fait moi-même avec en gossant. Donc, c'est un très bon exemple. C'est l'imaginaire créatif de tout le monde hein, qui est présent puis que tu vois des choses, ben, tu essaies de les reproduire. Fait que, non, très bon point. J'ai une question sur les entrevues parce que c'est sûr, vous avez rencontré du monde que il y en a certains qu'on voyait plus tant que ça à la télé. Il y en a qui sont impliqués, mais là, sont derrière la caméra plutôt que devant. On les voit pas puis tout ça. Est-ce que ça a été difficile de faire des entrevues concises puis d'aller chercher l'essentiel? Le monde devait avoir le goût de jaser puis de parler de ça, de parler de leur émission. Ouais, nous autres, on laissait les gens aller. Si l'entrevue, ça dépend des personnes aussi. Il y en a qui ont fait une émission une fois, c'est même pas 3 mois dans leur vie. Là. Il y a des émissions complètes qui ont été enregistrées en pratiquement une fin de semaine. Zigzag avec Luc Sonné, c'est un quiz, je pense que c'était une fin de semaine dans sa vie, puis après ça, il n'a plus jamais repensé jusqu'à temps qu'on y parle. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette émission-là, mais après ça, tu t'installes avec Guy Jodoin, puis sa formule, c'est que lui, il a ouvert la porte du Canal Famille, puis il l'a refermé quand ça a fermé, c'est carrément ça. Il est arrivé avec Alphabus, qui est une des premières émissions du Canal Famille, il a fini avec Galaxy, puis entre ça, ben, il a été dans Télépirate et le studio. Ben, c'est sûr qu'avec un gars comme Guy, ça va durer 4 heures de temps. Avec Claude Legault, qui a créé Dans une gars exprès de chez vous, qui était là du premier jour, puis qui est encore là-dedans aujourd'hui avec le projet du prochain film.
ça n'a pas le choix de durer 3 heures, 3 heures et demie avec lui non plus, parce qu'il y a de la matière à dire. Mais nous, c'est tant que la personne a quelque chose à nous dire, tant que la personne a des informations, on va la laisser aller. On ne veut pas ralentir quelqu'un dans son élan, à moins que nous-mêmes, on soit pris plus tard dans un autre projet ou quelque chose. Là. Mais en général, je dirais que les entrevues dureraient autour de 45 minutes, 1 heure. Ouais. OK. Il y en avait OK. que c'était 10 minutes, juste le temps de sortir 2, 3 anecdotes, merci, bonsoir. Mais nous, on prenait tout ce qu'il y avait à prendre, puis on se disait, on est mieux de trop en avoir, puis après Ah ça, ouais. de rabouter plein de petits bouts d'entrevue pour les mettre ensemble sans dénaturer pour qu'il y ait le plus d'informations possible en le moins de mots possible. Ouais. Puis, tu sais, ce qui était le fun avec les entrevues, tu sais, les gens vont souvent nous parler, hey, c'est hot, vous avez eu Guy Jodoin, vous avez eu Bruno Blanchet, Claude Legault, puis c'était cool, là. C'était vraiment le fun de les rencontrer. Mais moi, ce que j'ai eu le plus de fun, c'est quand on réunissait des castings. Avant la pandémie, on a eu la chance de faire ça. On avait réuni Yves Soutière, Thomas Gratton de Pimpon. On est allé déjeuner avec eux à Saint-Lambert. C'était super le fun. Puis ce qui, moi, est venu me chercher, c'est de voir la complicité de ces deux comédiens-là, mais Encore pas dans le rôle aujourd'hui. des personnages. Ouais. Puis, tu sais, tu connais cette complicité-là parce que tu l'as vu à tous les jours pendant que tu étais enfant, mais en même temps, elle est pareille, mais elle n'est pas pareille. Fait que ça, c'était quelque chose. Michel Ledoux, Sophie Dansereau de Bibi et Geneviève, même chose. Un matin, on est allé déjeuner avec eux. On avait réuni les 3 animateurs des Zigotos. Ah ouais. Anne Casabonne, Jean-François Beaupré, Nathalie Derry, Ouais. qui ne s'étaient jamais revus les 3 ensemble depuis la fin des Zigotos. Ils s'étaient revus à 2. Un à l'autre, ils se sont tous recroisés quelques fois, mais les 3 ensemble, c'était jamais arrivé. Puis nous, on a vécu un moment absolument magique à la toute fin, où est-ce qu'on a fait un zig zigoto avec les 3 animateurs. Wow. Puis tu sais, on dit souvent, nous, on arrive là, on n'est pas fanboy, on veut être professionnel, on se garde, nous, on est là pour travailler, on a un projet, on veut montrer qu'on est sérieux, qu'on est à notre affaire. Mais c'est sûr que quand il y a ça qui se passe, c'est dur de ne pas laisser tout le côté, tout ton enfant dedans de ressortir. C'est sûr que quand tu as une affaire de même qui se passe, c'est là que ça a été le plus tough. Mais le reste du temps, c'est facile de rester quand même assez à notre affaire. Puis une autre affaire que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est de retrouver justement des gens qu'on n'a pas revus depuis l'époque, puis d'un peu les surprendre par rapport à l'impact de ces émissions-là. Hey, c'est le fun, vous m'avez interviewé. Ça, je pense qu'il y avait une belle fierté de la part des gens qui, des fois, ont fait une émission, puis ça a été ça leur carrière télé, mais que pour eux, ça reste un super beau morceau de sa vie, puis que pour eux, c'était une fierté qu'on pense à eux, puis qu'on les mette dans notre livre. Puis ça a été des super belles rencontres. Donc, ça, je trouvais ça le fun aussi, que ce soit pas juste un livre de vedettes, que ce soit vraiment, tu as été à Canal Famille, t'es là. Ouais. Mon côté fanboy, je l'ai vécu, je peux juste renchérir là-dessus, là, mais je l'ai vécu chez Claude Legault quand il nous regarde un peu candide puis il dit autant-tu de voir le vaisseau? Là, j'étais comme, pardon? Là, on va dans son sous-sol, puis c'est comme un petit musée de plein d'affaires, son sous-sol. Puis là, dans une vitrine, en exposition, il y a le modèle original du Romano Fafard qui a été construit par la Genie, qui a créé les décors, qui a tout créé, tout l'aspect visuel de la série, ça vient de lui, qui est un sculpteur incroyable. Mais là, tu sais, d'avoir la vraie patente, là, l'affaire devant toi, là, je suis un petit peu fanboy. J'avais les jambes comme des petits spaghettis mous à ce moment-là. Parce que c'est sûr que tous les intervenants que vous avez interviewés, tout ça, avaient leurs propres anecdotes. Est-ce que vous autres, vous ameniez vos anecdotes aux comédiens, par exemple, ou aux intervenants? Est-ce que vous autres, vous racontiez, par exemple, pendant les entrevues, ce que vous autres, vous aviez vécu en écoutant leurs émissions? Ça dépend lesquels, parce que bon, c'est pas tout le monde avec qui on avait des souvenirs. Tu sais, Livrofolie, je me rappelle pas d'avoir regardé ça. Là. Fait quand on a rencontré les gens qui ont fait cette émission-là, j'avais pas grand-chose à amener, mais c'est sûr que, par exemple, moi, le gros Lucien, le personnage de Bruno Blanchette, c'est marquant pour moi, j'adorais ça. Ma soeur, elle en avait peur, elle était terrifiée par ce personnage-là. C'est sûr que j'y amène un peu ce côté-là, puis lui, ça l'amène à parler un petit peu plus du personnage en disant le gros Lucien, une fois qu'on l'a fait pendant une saison, on avait des plaintes de parents, on avait des plaintes de la station, de la chaîne qui nous disaient « Faites trop peur aux enfants, arrêtez ça ». Fait qu'ils ont coupé ça là. Je disais que moi, il y avait un autre personnage que j'aimais beaucoup, le Perdu, qui est une espèce de gars qui montait dans un escabeau pour parler avec une caméra de sécurité. C'était en noir et blanc, image hyper granuleuse. Puis c'est un gars qui se confie sur toutes sortes d'affaires parce que
il parle de son ami, mais son ami, c'est une petite poupée troll. Plus t'en écoutes, tu te rends compte que c'est juste le récit d'un homme très solitaire. Qui aujourd'hui amènerait à des visites probablement à la psychologue ou au Ah psychiatre. oui, carrément. Puis ça aussi, ils ont tourné ça pendant une nuit, puis quand ils ont eu fini d'enregistrer ces sketchs-là, il y a une fille sur le plateau qui s'est mise à pleurer en disant « Mais ce gars-là est tellement seul, il est tellement triste. » Puis Bruno, il l'a pris dans ses bras, Bruno Blanchette l'a pris dans ses bras en disant « Je le ferai plus, inquiète-toi pas, je le ramènerai plus. Je me rends compte que c'est plus drôle, c'est juste trop élevé. » Mais moi, ça m'avait marqué. Fait que, oui, il y a des moments comme ça, des fois, qu'on leur évoque des souvenirs qu'on a pour les relancer sur d'autres affaires. Mais ça, c'était jamais dans l'optique d'être comme licheux ou de comme Hey, t'étais mon idole, t'étais mon kick de jeune. On voulait pas aller là. Je pense qu'on sans le dire, ça se sentait pareil qu'on était des fans. Fait que moi, je sentais pas le besoin de dire à quel point ça m'avait marqué. Parce que juste le fait d'être là, de se déplacer pour faire cette entrevue-là ou de prendre le temps de le faire par Zoom, ça voulait tout dire pour moi. Pour moi, le message était déjà passé, personnellement. Puis tu n'écris pas ce livre-là si tu n'es pas fan, puis ça, le monde devait le comprendre à la base. Des anecdotes, en avez-vous? Y a-t-il des choses que, ça se retrouve dans le livre forcément, là, mais je veux dire, y a-t-il des affaires que vous avez faites comme Oh my God, ça, je savais pas ça, tu sais? Sûrement plein, là. Il y en a plein. Ouais, c'est ça, laquelle? Beaucoup de choses dans les coulisses de Radio Enfer, mais ça, faut lire le livre pour l'apprendre, là, mais beaucoup de choses sur Radio Enfer qu'on savait pas nécessairement, qui nous ont un peu surprises. Sinon, mon Dieu, quoi d'autre? Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas mis. Moi, je pense que c'est plus intéressant de parler de ça. C'était où la ligne? Par rapport aux affaires adultes, par rapport aux choses un petit peu crunchy. Il n'y avait pas des affaires ultra épouvantables. C'est juste que c'est de te dire, on est dans un livre qui parle d'émissions pour enfants, mais maintenant, c'est des adultes. Donc, jusqu'à où on peut aller? Puis je pense qu'avec des émissions préscolaires, on a plus fait attention pour ne pas briser l'image d'une émission pour enfants. Mais c'est sûr qu'avec Radio Enfer ou Galaxy, on pouvait se permettre d'avoir des anecdotes peut-être un petit peu crunchy qu'on n'aurait peut-être pas mis dans une émission pour enfants. Je pense à dans Galaxy près de chez vous, quand ils ont essayé de rentrer les drapeaux canadiens, puis que personne dans l'équipe voulait ça. C'était Téléfilm Canada qui avait demandé ça pour que ça soit plus... pour qu'il y ait du contenu canadien dans l'émission. C'était une manière d'avoir des subventions. Puis Claude Legault, ça faisait chier tout le monde. Puis ils ont fini par accepter de le faire, mais ils avaient mis une grosse feuille d'érable sur la tuque de Bob là. Puis ça, Claude a pété sa coche en disant là, vous m'enlevez ça, c'était trop... là, c'était trop intense. Les autres, c'était des petits drapeaux, c'est relativement caché. Mais il avait pété une coche pour ça. Puis finalement, tout le monde s'est comme mis de son bord, incluant la productrice. Regarde, là-dessus qu'on le fera pas, c'est correct. Mais il y a des choses, des bouts de. Pas des chicanes, des bouts que ça a brassé un petit peu avec Radio Enfer aussi. Les changements d'auteur, ça n'a pas été très, très joyeux pour tout le monde. Donc, on s'est permis de. On ne voulait pas faire un portrait rose bonbon, que tout est parfait, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas détruire la perception des gens de cette émission-là. Il a fallu comme faire la distinction entre les deux. Puis de toute façon, tu ne veux pas être hyper négatif parce que c'est un peu un leg aussi, ce que vous avez fait. C'est de représenter ce qu'il y avait en ondes, tout ce qui jouait, tout comment ça se faisait, tout ça. Fait que il y a comme un leg aussi dans tout ça. Tu ne veux pas être négatif puis bâcher, mais tu ne veux pas faire semblant non plus que tout était parfait et que tout était beau. Il fallait trouver la balance entre les deux. Puis de tout le temps, essayer de mettre les qualités de chacune des émissions de l'avant. Puis de dire, OK, mais c'est quoi les points faibles? C'est quoi qui marchait moins? Puis on va le dire quand même, mais ça ne prendra pas beaucoup de place. Mais il fallait le dire quand même, parce qu'on ne pouvait pas dire que tout est parfait. C'est pas vrai. Là. Le départ de Guy Jodoin dans Télépirate, ça n'a pas été facile. Puis tout le monde a témoigné là-dessus à quel point ça a été une transition pas facile pour personne, incluant pour Guy, Carole, autant Élise que Christian. Ça a été toute l'équipe savait que ça ne serait plus jamais pareil. Donc, il y avait une belle humilité de la part de tout le monde, mais tu sais, ça, il fallait montrer comme tous les côtés de la médaille de tout quand on tombait dans des choses de même. Fait que ça a été vraiment important. On a beaucoup parlé, Guy et moi, avant même d'écrire.
pour Ouais, bien. se mettre d'accord sur c'est quoi qu'on veut dire, c'est vers où on veut Ouais. aller, c'est où qu'on. Fait que c'est un livre qui a été réfléchi, que chaque page est réfléchie. Puis Ouais. au niveau des anecdotes, concrètement, pour vrai, on dirait qu'il y en a tellement, puis c'est comme de quoi qu'on a un peu un semi mis derrière nous, fait qu'on dirait qu'il n'y en a pas qui me viennent de mon bord. Ouais. De toutes les émissions, pour un peu renchérir sur ce que Simon disait, de toutes les émissions, il y en a une que c'est unanime, que c'était pas bon. Ça s'appelle Géopuce. C'est une émission sur la géographie. C'est des puces sur un globe terrestre qui découvrent le monde. Mais la créatrice nous a dit que c'était pas bon. Les marionnettistes nous ont dit que c'était pas bon. La productrice nous a dit que c'était épouvantable comme show. Je me souviens pas si on a parlé de quelqu'un qui a créé les décors, mais même les marionnettistes nous disaient que les décors étaient trop petits pour la taille des marionnettes. Puis, ce que j'aime quand même de ce passage-là, parce que non, il n'y a rien de positif à en tirer, sauf un apprentissage qui a été fait, qui est celui de... Tu peux pas faire une émission pour enfants. Cette émission-là, c'était pour les 3 à 5 ans. Tu peux pas faire une émission pour les 3 à 5 ans sur le monde. Tu peux pas parler de Paris, tu peux pas parler de Bangkok, tu peux pas parler de la Thaïlande, tu peux pas parler du monde qui entoure les enfants quand ils sont même pas capables de comprendre qu'ils habitent dans une ville. Ouais, c'est ça. L'enfant, il est complètement largué là-dedans, mais l'apprentissage de ça a été de se dire, OK, où est-ce qu'on a échoué? Comment est-ce qu'on peut se rattraper? Et la boîte de production a accouché d'un autre projet par après qui était, si je me souviens bien, c'était Pimpon, Simon, c'est ça. De cet enseignement-là, ils se sont dit, OK, on ne peut plus retourner à des marionnettes, on va aller vers des humains, puis on va faire des interactions avec les enfants pour leur apprendre des affaires qu'ils vont connaître et qui vont leur être utiles au moment où ils l'apprennent. C'est ça, ça donnait Pimpon. Donc, de Géoplus, d'un échec, est né quand même une des grandes émissions phares de la chaîne. Vraiment intéressant. Un des messages du livre qu'on a voulu passer, c'est faut essayer des affaires, c'est correct de se planter. Puis c'est pas parce que tu te plantes avec un projet que ton autre va être automatiquement un échec. Ouais. On a tendance des fois au Québec à dire ouais, t'as fait un film de merde ou t'as fait une affaire de merde, fait que tout ce que tu vas faire après va être de la merde. C'est pas vrai. Tu peux te planter, apprendre de tes erreurs, puis faire un asti de gros hit après. Puis Canal Famille l'a prouvé. Puis pour nous, c'est important. C'est important aussi de montrer que tout n'est pas parfait non plus. Il y a tout le temps, même dans les plus beaux projets, il y a des petits bouts que ça va moins bien, il y a des ajustements. C'est ça la création. Tu ne peux pas être tout le temps au top sans arrêt. Radio Enfer, il y a eu des épisodes vraiment mauvais, mais pour les quelques épisodes vraiment mauvais, il y en a eu tellement des géniaux, mais ça fait partie de la game. Tu ne peux pas tout le temps être parfait. Puis Galaxy, c'était de montrer que quelque chose qui, à première vue, a l'air d'être un potentiel échec ou de ne pas marcher, si tu donnes la chance de se développer puis de s'améliorer puis de faire des ajustements, tu peux avoir un succès culte. Fait que des fois, il ne faut pas jeter l'idée tout de suite. Des fois, c'est juste une couple d'affaires qui ont besoin d'être ajustées pour qu'après, ça devienne un hit. Ouais. Super intéressant. Est-ce que les deux auteurs que j'ai devant moi ont d'autres projets ensemble? Est-ce qu'on pourrait voir un Génération Vrac TV ou autre? La Génération Vrac TV, c'est pas à nous de le raconter. On n'est pas de cette génération-là. On serait un peu imposteur. On couvre déjà quand même une bonne partie de Vrac TV dans le livre. Là. À la fin, c'est un 20-25 pages dédié à Vrac TV. Le Loup-garou du campus, Réalité TV a son chapitre, mais tu sais, Mixmania aussi, mais c'est sur la transition. Mais après ça, bon, tu sais, s'il y en a d'autres, nous, on peut agir à titre de conseiller. S'il y a des gens qui veulent écrire Génération Vrac TV, ça va nous faire plaisir, mais c'est pas à nous de commencer à écrire ça parce que ça nous appartient pas. Moi, je vais parler pour moi. Moi, je suis un peu plus jeune, fait que moi, je suis comme la génération transitoire qui a connu et Canal Famille et Vrac TV. Puis le gros problème que je vois à faire un livre sur Vrac, en fait, il y en a deux. Il y a un, ça part très fort, puis plus ça va, plus ça descend, puis ça finit pas bien. Là. Genre, en ce moment, ils font plus de prod québécoise. Ouais. La vocation a complètement changé. C'est sur le bord de mourir. L'histoire est plate. Tu sais, Canal Famille, il y a une histoire. Il y a une création, il y a une période de succès. Le succès, l'arrivée de Télétoon, ça fait mal. Ils s'adaptent, puis ils s'en sortent en créant Vrac. Fait que c'est quasiment une histoire de film. Là. Il y a vraiment une évolution, puis il y a des remises en question, puis il y a un succès à la fin.
Vrac TV, ça part de, bon, mettons qu'on le ferait, tu fais un résumé de Canal Famille vite, la création de Vrac, puis après ça, c'est hit, hop, ça baisse tranquillement. Fait que le livre, il serait plate pour ça. Il y a eu des bonnes émissions à Vrac. Ça serait intéressant de faire un chapitre sur Méchant Changement. Ce serait intéressant de faire un chapitre sur Frank versus Girard. À un moment donné, plus que ça avance, plus que les shows deviennent aseptisés, plus que ça devient des émissions américaines, mais québécoises. Tu sais, tout l'aspect identitaire, je parle un peu comme Richard Martineau, mais tout le côté identitaire québécois que tu te sens chez vous, tu sais, que ça te ressemble, on finit par le perdre avec des trucs comme Le Chalet, que tu as l'impression de regarder un défilé de mode, de quelque chose de pas réaliste pantoute. Tu sais, quel adolescent au Québec de 15-16 ans peut se permettre le luxe de passer un hiver au chalet à faire du ski tabarnak? À un moment donné, on est passé on se reconnaît dans ces émissions-là à ça, c'est ce que je rêve de devenir si j'avais de l'argent. Ça, je trouve que c'est là qu'ils l'ont perdu, Vrac, parce que ces shows-là, ils existent déjà, ils sont américains, mais vu que c'est américain, il y a un détachement. Tu sais, Dawson's Creek, 90210, tout ça, oui, ces jeunes-là vivent pas avec les moyens de jeunes, mais vu que c'est américain, il y a un détachement, puis c'est correct de dire, OK, ça, c'est ça. Mais dans le québécois, je trouve qu'avec les budgets qu'on a, avec les moyens qu'on a, on est mieux de montrer ce qui nous ressemble, ce qui peut nous parler. Ou si tu veux vraiment créer quelque chose qui est inatteignable, va dans l'infini, comme dans Galaxy. Là, c'est inatteignable pour vrai. C'est pas inatteignable, mais qui pourrait l'être si tu étais riche. Fait que tout ça pour dire, vrai, que je vois pas l'intérêt. Puis en plus, tu as tout le chapitre d'une grenade avec ça, qu'un des principaux intervenants, on ne peut pas l'avoir. Ouais. Toutes les photos qu'ils mettent en vedette, on ne peut pas les mettre parce que ça mettrait d'autres gens mal à l'aise. Fait que, tu sais, juste l'histoire d'une grenade avec ça, t'es comme asti. Ouais, ça c'est rough. Mais même, c'est ça, puis même, peut-être pas d'une grenade avec ça, mais bon, tu sais, à Canal Famille, il y a eu quelques comédiens qui ont eu certains démêlés avec la justice, là. Edgar Fruitier, c'est l'exemple le plus récent, mais Paul Cagelet aussi, puis tu sais, quand on approchait les comédiens qui ont joué avec eux, tu sentais qu'il fallait y aller avec des pincettes. Fait qu'après ça, aller chercher un casting au complet, puis de commencer à tout leur poser la question, cet acteur-là, Jean-François Harrison, comment tu te sens par rapport à ça? C'est pas tout le monde qui est à l'aise de revenir là-dessus, c'est pas tout le monde qui veut en parler. Fait que c'est comme le gros bout un peu rough de commencer à vouloir raconter l'histoire de Vrac TV, donc je pense pas que ça va arriver. Mais si je repose la question différemment, est-ce que vous allez réécrire ensemble? Ah, définitivement. Ah oui, absolument. Mais nous, on s'en est parlé un peu, mais si on en fait un autre, on ne veut pas que ce soit encore une chaîne de télé, que ce soit encore de la nostalgie, tout est beau, tout est le fun. On a une idée qu'on nommera pas, mais c'est un peu comme complètement le contraire. Mais ça parle encore de télé. Mais c'est pas un livre qui passe nécessairement par de la nostalgie de « Ah, j'aimais donc ça ». Ça fait peut-être plus une analyse, quelque chose qui est peut-être plus, comment je dirais, qui est plus, qui challengerait plus notre cerveau. Parce que là, ce qu'on a fait, grosso modo, c'est de ramasser, mettre ça en boule, puis de remancher, puis tout. Mais ça, on n'a pas réfléchi plus. Oui, on a réfléchi, mais ça, on n'a pas poussé de réflexion tant que ça. Un petit peu, une couple de fois. C'est pas une étude de cas en tant que tel. Non, il y a un côté sociologique dans le livre qui est présent, là, mais tu sais, qui vient pas nécessairement de nous, un petit peu, là, mais c'est tout. Le côté plus sociologique va venir vraiment de Monique Lessard, j'ai l'impression, là, qui elle a vraiment étudié le public cible de Canal Famille. Fait que par la force des choses, oui, il y a un côté sociologique dans le livre, mais si personne ne nous l'avait apporté, c'est ni Simon ni moi qui l'aurait poussé. Okay. Mais c'est ça, fait qu'on a une idée, mais ça serait pas tout de suite. On va laisser le temps aller un petit peu. Je pense que là, on sort d'un 3 ans et demi assez infernal au niveau du travail. Puis si on fait un autre livre, ça sera pas 360 pages. Non. On va y aller avec quelque chose de plus petit, de plus... avec, oui, encore des photos, parce que bon, c'est sûr que si on en fait un autre, on va parler de télé, c'est un sujet qu'on connaît à fond, mais ça ne sera pas Génération Musique Plus, ça ne sera pas Génération TQS. On n'ira pas là, on ne voit pas l'intérêt. Puis, tu sais, TQS, c'est que la part qu'il y a quelques émissions qui ont été cultes, qui ont été marquantes, mais les gens n'ont pas l'attachement à TQS, ils ont l'attachement à certaines émissions de TQS. Contrairement à Canal Famille, que l'attachement il est global.
Petite question comme ça, vous avez été au Salon du Livre, vous en avez fait plusieurs, je pense, mais bon, la semaine passée, c'était Montréal, quand même un gros Salon du Livre. Est-ce que c'est la première fois que vous viviez ça, là, de pouvoir rencontrer les gens qui, soit qui viennent raconter leur histoire puis pourquoi ça les intéresse, le livre, ou même juste des gens qui l'avaient déjà lu, par exemple? Parce que c'était quoi le feeling? Ce qu'on a fait, Simon et moi, avant, c'est qu'on a fait un party de lancement début octobre. Où là, les fans du Canal Famille se sont réunis. Il y avait un concours de costumes, fait qu'il y avait des gens déguisés en Bumbo, il y avait des gens déguisés en intestin grêle, en géant du château, en des personnages, des gens déguisés en personnages de Danse exprès de chez vous, il y en avait plein. Fait que ça nous a permis déjà d'aller à la rencontre de notre public. Ouais. C'était très cool. Moi, le Salon du Livre, je garde un souvenir un peu doux amer parce que j'étais hyper malade. Là. La dernière journée, en fait, qui était la plus occupée, j'ai même pas pu y aller. J'étais cloué au lit. C'était juste trop dur de sortir de mon lit. Là. Fait que malheureusement, j'ai un peu manqué mon Salon du Livre, mais il y a le Salon du Livre de l'Outaouais qui s'en vient début de l'année prochaine. Je pense bien qu'on va y être. T'es un gars d'Outaouais, on n'en a pas parlé, mais t'es un gars de Gatineau. Oui, c'est ça, oui, je viens de Gatineau. Donc, ça, il y aura d'autres occasions, mais oui, c'était le fun de partir à la rencontre du public quand même, ceux que j'ai pu voir au Salon du Livre. Une affaire qui me touche à chaque fois qu'on va à la rencontre du public puis qu'ils prennent le livre dans leurs mains pour la première fois, là, leur réflexe, c'est de mettre leurs mains sur le logo et de dire « Ah, ça, c'est mon enfance. » Moi, ça vient me chercher à chaque fois parce que non, j'ai pas écrit un livre sur toi spécifiquement, mais tu te vois là-dedans, puis ça, c'est le fun. Je m'attendais pas à cette réaction-là. Ce qui est fou aussi, c'est des gens qui viennent se confier sur des affaires un peu rough de leur enfance, ou même des gens qui actuellement vivent dans la maladie ou qui vivent des affaires dures, puis que notre livre leur fait une espèce de bulle de positivité pour un peu changer les idées, puis comme se redonner un peu d'énergie. Puis c'est arrivé une couple de fois que des gens se sont confiés par rapport à ça. Puis ça, quand tu reviens chez vous, après, tu es comme « Aïe, aïe, ce monde-là me font confiance pour quand même me confier des affaires de même à moi et Guy. » Je trouve ça quand même assez spécial. Puis là, je comprends un peu ce que vivait Claude Legault ou Sylvie Moreau quand ils faisaient dans Galaxy près de chez vous, que les gens allaient les voir et leur dire « Hey, moi, il y en a une anecdote de même dans le livre que c'est moi, grâce à vous, je me suis pas tué, ou des affaires de même où je me suis rapproché de mon père qui était en peine d'amour, qui n'était pas parlable, sauf quand on regardait Galaxy. » Fait que, des choses de même, de te faire dire ça, tu dis hey, ben c'est le fun, on fait du bien à l'humanité, on est un petit peu une petite goutte d'eau qui permet à des gens de passer un bon moment à travers une période difficile, mais tant mieux, ça fait plaisir. Puis c'est pas ça qu'on le fait à la base, on pense jamais à ça, mais quand les gens viennent te le dire, t'es comme hey mon Dieu, c'est bien le fun. Ouais. On pense pas à ça, là, mais ça fait ça quand même. C'est ça, juste au Salon du Livre, il y a une fille qui vient nous voir en disant j'achète votre livre pour ma blonde parce qu'en ce moment elle a un cancer. C'est sûr de recevoir un commentaire. Là, tu le sais que tu vas passer d'une certaine façon les prochaines semaines puis le temps des fêtes avec cette fille-là qui traverse quelque chose de quand même extrêmement difficile. Je souhaite de tout cœur qu'elle s'en sorte et que ça aille bien. On n'a pas plus de détails, mais juste de recevoir un commentaire, un message comme celui-là, tu fais OK, on vient donner de la joie dans la vie de cette personne-là. C'est un lien privilégié. Ouais. C'est ça, c'est un lien privilégié que tu ne t'attendais pas nécessairement en écrivant le livre. Et que la personne qui vient le chercher, elle dit moi, j'ai pas nécessairement regardé ça, j'avais pas nécessairement le câble, ou ça vient pas nécessairement me chercher, mais pour quelqu'un dans mon entourage, ça va être super important. Ça, c'est toujours un beau commentaire. Vraiment cool. Bon, ben en terminant, les gars, les pile-poils, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Ceux qui ne connaissent pas les pile-poils, juste parce que ça se peut que vous écoutiez le podcast, vous n'avez aucune idée c'est quoi les pile-poils, mais vous connaissez le livre Génération Canal Famille. Les pile-poils, c'est un groupe humoristique, on en a parlé au début. Simon, Mathieu, David et Guilla qui est scripteur aussi. Et la voix hors champ. Et la voix en chat, tu vois, c'est bon ça. Qu'est-ce que ça veut pour vous autres? Vous avez, moi je vous ai suivi avec vos chansons. J'adore le côté super, on se prend pas trop au sérieux, tout ça, j'adore ça. Qu'est-ce que ça veut pour vous autres?
Ben là, aujourd'hui même, il y a le dernier épisode. Mon frère Mathieu, Ouais. il a eu une idée d'une web série sur son personnage, Jean-Alexandre Nicolas Barrette, qui est un humoriste de la relève, qui a pas mal tous les défauts qu'un humoriste de la relève peut avoir. Puis ça, c'est un 5 épisodes. Nous, on l'a aidé là-dedans. On a été un peu comme. Tu sais, lui, il écrivait des V1, puis après, nous, on repassait avec lui, puis on punchait, puis on changeait des affaires pour que tout se tienne. Ça, on avait comme un peu, on avait un pied en dedans et un pied dehors. Fait que ça, je pense que ça a aidé beaucoup au processus. Mais là, le 5e épisode sort aujourd'hui. C'est un genre de documentaire qui mélange un peu la réalité et la fiction, donc un peu comme Borat. C'est vraiment une tentative de faire un genre de Borat québécois. En fait, c'est vraiment ça l'idée de base. Puis il est Puis, allé faire de la scène, parce que je ne veux pas t'interrompre, tu continueras, là, mais il est allé faire de la scène, puis moi je l'ai vu ici à Gatineau, volontairement vouloir être pourri justement pour ouais. capter ces scènes-là. Là, ça prend. Je pense que c'est probablement plus difficile que de vouloir être bon, en fait. Là. Ben, d'un sens, c'est facile parce que ton critère de joke est moins élevé, mais la Ouais, difficulté est, puis là je parle un peu pour lui, mais la difficulté est de l'assumer sur ouais, scène ça. après. Fait que, mais c'est ça, fait que là, le dernier épisode s'en vient. Puis c'est vraiment le meilleur. Le 5e épisode, il est vraiment over the top, puis c'est un 26 minutes qui passe de même. Fait qu'il y a ça qui se termine, puis après ça, c'est Scram. Enfin, on est en train de tourner. Ouais, ben ouais. On en a écrit la quasi-totalité. Il manque des petits bouts, mais tu sais, le gros de la job est fait. Fait que là, il nous manque une coupe de tournage à faire. Puis ça sort le 27 décembre à 16h. Puis dans le fond, Scram, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une revue de fin d'année. C'est un peu comme le bye-bye, mais avec moins de moyens. Puis, plus court. Tu sais, souvent, ce qui est fou avec Scram, c'est que les gens le prennent un peu de deux manières. Tu as des gens qui vont le regarder en se disant ça va être comme ma première partie du bye-bye, qui vont comme un peu prendre ça comme un genre d'apéritif avant le bye-bye. Puis il y a des gens, c'est comme ce qui remplace le bye-bye pour eux, parce qu'il y a des gens qui trouvent que le bye-bye, c'est pas bon, puis ça leur appartient, puis qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas là-dedans. Puis nous, on se veut un peu comme, pas en opposition, mais c'est vraiment ce que Scram apporte, c'est ce que le bye-bye apporte pas des fois. Tu sais. Nous, on est. Ça, le bye-bye, ils ont 1 heure à remplir. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des sketchs qui étirent un petit peu pour remplir la demi-heure, puis pour remplir l'heure. Puis des fois, même nous, on les cote, aïe, ça, il aurait pu couper ça de moitié, puis ça aurait été parfait. Mais parce qu'ils ont tellement de temps à remplir, ben, ça fait ce que ça fait. Mais nous, on se dit ça dure le temps que ça dure. Puis si le sketch est meilleur avec 30 secondes de moins, ça va être ça. Puis si le sketch il a besoin de 2 minutes et demie pour être exploité à fond, ben, il va être 2 minutes et demie. Fait que nous, on n'a pas de durée précise à remplir. Puis ça, je pense que c'est la principale qualité de Scrum parce que les sketchs durent la durée qu'ils doivent durer. Il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de. Puis en même temps, tu sais, on a un respect envers ce que le bye-bye font parce qu'on ne le ferait pas sans eux. Puis c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce qu'eux ont fait avec tel puis tel sujet par rapport à nous. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent les deux puis qui aiment ça comme un peu pas comparer, mais comme faire ça le bye-bye l'ont mieux fait, ça Scram l'a mieux fait. Puis les gens se font un peu leur propre idée de ça. Les Puis, commentaires étaient vraiment bons. Vous l'avez fait l'année passée. ouais. Bon, ben, je pense. C'est-tu l'année passée? Là? En tout cas, je pense que c'est l'année passée. Les commentaires étaient vraiment bons. Moi, je l'ai écouté, j'ai vu les commentaires, puis tout ça. Les gens disaient, hey, c'est une coche au-dessus du bye-bye. Là. Ben, tu sais, moi par humilité, je n'irai pas jusqu'à dire que Scram est meilleur que le bye-bye, mais c'est sûr qu'il y a des choses que le bye-bye font que nous, on ne veut pas faire. Ouais. Parce que nous, on voit ça, tu sais, on est comme, moi, non, ça ne nous parle pas, c'est trop pour rien. Nous, on aime mieux faire des trucs que, tu sais, on va right to the point. Là, on ne veut pas étirer pour des numéros avec des danseurs, des acteurs. Il y en a moins maintenant, mais il y a une couple d'années, il y avait beaucoup ça. Nous, l'important, c'est le texte. Il faut que le texte se tienne au maximum. Puis après, s'il y a de la technique et qu'il y a du visuel incroyable, ben, pour nous, c'est un bonus. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Mais en même temps, c'est deux shows qui se complètent. Puis les gens, ils se l'approprient. Il y a des gens qui vont l'écouter dès qu'ils le voient passer. Il y a des gens qui vont l'écouter le 31 au soir. Ça, je trouve ça le fun, que les gens le consomment un peu à leur manière. Des fois, il y a des familles qui se mettent ensemble, hey, on va écouter du Scram le 31 à 20h avant tout le reste.
Fait que juste de savoir qu'on rentre un peu dans les traditions de certains foyers au Québec, c'est pas grand-chose. On n'a pas l'auditoire du bye-bye, mais juste de savoir que pour des gens, on fait partie de, tu sais, Scram en direct de l'univers, après ça, Infoman, après le bye-bye, qu'on est comme dans cette liste-là. Je trouve ça cool. Je trouve ça le fun qu'on soit, après 6 ans, qu'on soit devenu une tradition, parce qu'au début, c'était pas une tradition, mais là, c'est en train de le devenir tranquillement. Puis moi, je crois que plus il va y avoir de revues de fin d'année, mieux le paysage va s'emporter. Tu sais, le monopole est jamais bon dans la création. Ben ouais. Fait que c'est le fun qu'on soit là, c'est le fun que le bye-bye soit là. Nous, on a cette culture-là, fait que c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce qu'ils font aussi. Mais tout ça pour dire que ça s'en vient, on est en train de finir ça. On a une couple de caméos cette année que je pense qu'ils vont surprendre le monde. Mais en même temps, ça reste un show de relève. Nous, on veut vraiment mettre en avant les humoristes de la relève, des gens qui sont émergents. Puis tant mieux après s'il y a des petits caméos plus établis, mais c'est ça qui est le fun, je pense, pour les gens aussi, c'est de voir des nouveaux visages, de voir des nouveaux talents. Puis Scram sert un peu à ça. À une époque où est-ce qu'on voit souvent un peu trop les mêmes faces à la télé. Ouais. Nous, on essaie de pousser des gens qui font de l'humour dans les bars, qu'on trouve le fun, qu'on s'entend bien avec eux, mais on essaie de leur donner des petits rôles, puis de comme monter un peu en gang au lieu que tout le monde est gagnant. C'est ça qui est le fun. Nous, on invite des comédiens qu'on aime, des humoristes qu'on aime, qu'ils soient établis ou non. Eux, ils viennent parce que ça leur tente, parce qu'ils ont du fun à faire ça, parce que ça leur permet de jouer des personnages qui ne jouent pas ailleurs. Puis nous, leur présence nous sert parce qu'ils ont un casting que nous, on n'a pas. Fait que c'est juste un beau projet communautaire que tout le monde met son petit grain de sel. C'est sûr que c'est moi, Mathieu, David, qui fait le gros de la job, avec Guy, Victor, Miguel, c'est les gens qui gravitent un peu autour, mais après ça, il y a plein d'autres gens qui viennent aider un petit peu, des techniciens qui viennent tourner avec nous, puis que tout le monde n'est pratiquement pas payé. Là, on donne des petites affaires symboliques en bout de ligne, mais tu sais, ça reste, c'est un projet de cœur, puis c'est le fun de le voir grossir, de le voir évoluer. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait quoi, 20 minutes vraiment que je cool. parle? Alors, c'est cool, mais où est-ce qu'on peut voir ça? Sur YouTube, sur Facebook? YouTube, Facebook, là, cette année, bon, c'est pas officiellement annoncé, mais je vais le dire ici, c'est Juste pour rire qui va diffuser. Ah ouais, cool. Fait que Juste pour rire nous ont donné un budget de 5 000 $ qui est un peu plus que ce qu'on avait l'année passée avec un socio-financement. Mais tu sais, 5 000, ça a l'air gros, mais ça part vite. Honnêtement, c'est quand tu as des costumes à payer, en plus avec l'inflation, on essaie quand même de faire le mieux avec ce qu'on a, mais c'est sûr que bon, c'est ça qui est le fun, je pense que la débrouillardise se sent. Puis tout ça pour dire ça, c'est Juste pour rire qui diffuse, donc sur leur page Facebook, sur leur page YouTube. Puis nous, on va le relayer sur la page des Pile-Poil aussi par après. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Je ne veux pas m'avancer sur le contenu parce qu'on essaie tout le temps de garder ça secret tant que c'est pas sorti. Mais je pense qu'on a un bon cette année. Là. Je pense qu'on a des bons sketchs. Fait on va voir. Nous, le but, c'est tout le temps de dépasser lui de l'année d'avant, mais on est conscient en même temps que plus ça va, plus ça va être dur. Tu sais, au début, tu as tout le temps amélioré, mais à un moment donné, quand tu pognes ton air d'aller, mais ça, au moins que ce soit équivalent. Ouais. Il y a moins de curieux pour le regarder. Il y a plus de gens qui l'ont regardé l'année d'avant, tu sais, plus que tu avances. Faut que tu les conserves au lieu d'aller en chercher d'autres. C'est ça qui est le défi. Mais ouais. Ah ben cool. Ben, hey, merci les gars. C'est vraiment le fun que vous ayez pris le temps de me parler. Fait qu'on Génération Canal Famille aux éditions Québec-Amérique, c'est en vente partout dans toutes les librairies. On écoute Scram justement pour la revue de fin d'année. On vous surveille un petit peu partout sur vos pages Facebook. On va mettre ça dans les commentaires. Ouais, vas-y. Puis Guy, tu as un nouveau podcast. Oui, j'ai un podcast. Avec Julien, ouais. Avec Julien Bernatchez depuis maintenant 4 semaines. On fait Opération Beurre de Cinoche. C'est sur les ondes de Choc FM. Ça. Merci. Mais bon, c'est sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Play, Google Podcast, etc. C'est essentiellement pour ceux qui écoutaient avant Box Office. C'est un peu c'est le même concept. Julien et moi, on parle des films qu'on a vus dans la semaine, on parle de cinéma, on parle de box-office de films. De temps en temps, on a des invités. Puis, c'est ça. C'est juste vraiment une partie de plaisir de faire ça chaque semaine avec mon bon ami Julien. Ben écoute, on encourage tout le monde à aller. À ce temps, c'est tellement facile. On télécharge un podcast, on fait notre route où on s'installe tranquillement, puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, abonnez-vous, puis c'est ça, moi je dis toujours aux gens,
au pire, abonne-toi puis supprime-le si t'aimes pas ça, mais au moins, ça va nous faire Ouais. des écoutes, entre guillemets, de plus, des téléchargements, en tout cas, qui vont être là. Fait que, mais ça, mais tu sais, on a une bonne chimie, Julien puis moi. Tu sais, c'est un podcast sur le cinéma, mais tu sais, on parle de plein d'autres affaires. On se permet d'aller dans plein de directions. Puis, c'est avec Julien, on sait jamais dans quelle direction ça va partir de toute façon, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est un passionné. Lui, Ben, c'est un lui, il passionné, travaillait exactement. à C'est la ça, tu sais, Cinémathèque, c'est ça? il travaillait à la Cinémathèque pendant genre 7 ans. C'est ça. C'est ça, moi, j'étais un fan de cinéma. Je suis toujours au cinéma. Je suis toujours en train de regarder un film. Je suis toujours en train d'essayer d'avoir un film qui joue à côté de moi pendant que je travaille, que je fais quelque chose. Fait que j'en vois beaucoup, lui aussi. Fait qu'on se réunit une fois par semaine, c'est ça. Ben, vraiment cool. On encourage tout le monde à télécharger les beaux épisodes puis à écouter ça. Bonne chance dans vos projets, les gars. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire au complet, Génération Canal Famille, mais j'en ai un bout de fait, puis c'est sûr que je continue la lecture. C'est une bonne brique, 360 pages, mais c'est vraiment bon, c'est intéressant, puis j'encourage tout le monde à aller acheter ça. Un excellent cadeau de Noël, on va se le dire. Puis j'en profite, si vous encouragez les pile-poils, on a un Patreon maintenant, donc patreon.com/les pile-poils tout collé. Nous, l'argent qu'on reçoit, il est remis dans nos projets. Donc, c'est vraiment, ça nous permet vraiment ça va nous permettre de faire des sketchs de plus grande envergure sans devoir se ruiner personnellement. Donc, si ça vous intéresse, on a du contenu exclusif là, à toutes les semaines. Donc, fait que c'est pas mal ça. Pile poil sur Patreon. Fait que, ben oui, allez encourager les boys. Puis vous faites, tu sais, tu as parlé des Chicken Swell dans le podcast, puis tu sais, ce genre d'humour se fait de moins en moins, mais vous autres, vous en êtes des comment je pourrais dire, des professionnels maintenant. Là, moi, j'adore ce genre d'humour-là. Fait que allez les encourager, abonnez-vous à leur Patreon. Puis je suis sûr que vous allez faire encore du bon stock dans les mois qui vont venir. Fait que bonne chance avec votre revue de fin d'année. Bonne chance dans vos projets, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci à toi.